Bien, bonsoir à tous. Il est 18h et le quorum est atteint. Donc je vais pouvoir ouvrir la séance du conseil municipal. Je vais identifier les absences et les procurations et vous informer que M. Frulin a donné procuration à M. Duhamel, Mme Bauduin, à Madame Danielle Bajon, à Madame Noguer, à Madame Boson et Monsieur Paul à Madame Abahir. Je vais désigner Madame Boson comme secrétaire de séance. Je vais aussi informer l'Assemblée que, après des échanges avec la préfecture, le projet de délibération numéro 6, donc, qui concerne les financements du parc naturel urbain, son extension, a été ajusté et déposé dans les pochettes de chacun des conseillers municipaux, ainsi que le projet de délibération numéro 13 concernant l'acquisition de la copropriété d'une partie du centre multimédia. Donc ça, c'est suite à un retour des notaires. Donc voilà, c'est des choses qui ont changé entre l'envoi du dossier du conseil municipal et notre réunion. Et vous dire aussi qu'il y a une question diverse du groupe d'opposition qu'on traitera à la fin de l'ordre du jour. Donc le point numéro 1, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 mars. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui, je vous en prie. Juste une petite question de sémantique. C'est Monsieur le maire est inscrit rentrant dans la pièce, mais vous n'êtes jamais sorti. Quand on lit le compte rendu, il manque la petite phrase Monsieur le maire sort. D'accord. Voilà. Oui, d'accord, c'est dans le compte rendu, il n'est pas inscrit que je suis sorti, mais on va le rajouter. Voilà, c'est tout. C'est gentil. Bravo pour votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, Je vous remercie. Point numéro 2, donc c'est pour information, c'est sur les décisions du maire prises en vertu de cette délégation. Donc ça concerne l'attribution des lots pour la rénovation énergétique du gymnase de la Rail, dont un lot d'isolation était infructueux parce que la technique proposée par le maître d'œuvre n'a pas trouvé receveur. C'est une isolation par l'extérieur, donc il faudra qu'on change ça. Et puis sur le choix de la maîtrise d'œuvre pour la réalisation du trinquet. On a eu 2 entreprises qui sont arrivées financièrement à égalité, mais une avait plus d'expérience en matière de réalisation de trinquet. Voilà, ça c'est point pour information. Le point numéro 3, c'est un point qui concerne les finances de la commune, une décision modificative du budget principal. Et je vais donner la parole à Madame Guillard. Bonjour, donc ça concerne la décision modificative numéro 1 de 2023. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications suivantes que vous voyez affichées à l'écran. Donc en fonctionnement, on dépense une augmentation de crédit de 31 436, c'est-à-dire que c'est un virement qu'on fait à la section d'investissement. Et en recette, dotation de solidarité rurale pour 41 322 et une diminution de la dotation nationale de péréquation de 10 812. Donc, en investissement, on retrouve bien le virement de 31 436 et des cautionnements reçus de 2000, ce qui fait un total d'investissement de 33 436 €. Merci beaucoup. Ce point a été vu en commission des finances. Est-ce qu'il y a néanmoins des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, le point numéro 4, concerne le réaménagement, la demande de garantie dans un réaménagement de dette par Promologie. Donc, vous savez que la commune est garante de bailleurs sociaux sur un certain nombre de leurs lignes de crédit et que c'est en réalité quelque chose qui est nécessaire dans le fonctionnement des bailleurs sociaux. Là, il se trouve qu'il y a une demande pour qu'on maintienne nos garanties dans un réaménagement de ces lignes de crédit qui serait plus favorable
Et donc, je propose, dans la tradition de ce qu'on fait depuis plusieurs années et depuis plusieurs mandats d'ailleurs, avant nos mandats, de maintenir ces garanties communales. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 5, il concerne la rénovation énergétique du gymnase de l'Airail et la demande de financement fonds vert. Et je vais redonner la parole à Madame Guillard. Donc, demande de financement au titre du dispositif fonds vert. Alors, je sais qu'on l'avait déjà vu, mais on redemande ce fonds vert. Et on a une augmentation, alors on l'a vu en commission des finances, on a une augmentation de l'opération due à l'application du décret tertiaire sur les travaux d'isolation qui sont nécessaires à l'Airail. Donc il est, comme affiché, il est proposé de faire une demande de financement pour l'État à 16%, le fonds vert à 35%, la région à 9%, le conseil départemental 10% et l'autofinancement à 30% pour la commune, pour un montant de 323 618 € hors taxe. Donc on demande d'approuver ce plan de financement. Merci beaucoup. Point également vu en commission des finances. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. J'en profite que ce point soit soumis au vote du conseil municipal pour dire assez solennellement que j'espère que la commune pourra bénéficier de ces fonds de ce fonds vert dont on nous a fait une très grande publicité en début d'année, dont on nous a effectivement vanté les mérites et dont on a suivi au millimètre la procédure qu'on nous a indiquée dans les différents dossiers et avec une réactivité hors pair. Et je remercie les élus évidemment, mais aussi les services de la municipalité pour leur diligence à ce sujet. Et donc j'ose espérer que les choix de la préfecture seront récompensés nos démarches. Oui, Monsieur Michelon, vous souhaitez intervenir? Allez-y. C'est juste, est-ce que vous savez de combien il est doté ce fonds au niveau départemental? 15 millions. Alors, 4 millions au niveau départemental, voilà, avec plusieurs catégories, mais 4 millions au niveau départemental. Je vous en prie. Et 2 milliards au niveau national. Le point suivant, c'est le point numéro 6, qui concerne l'extension du parc. Et je vais une nouvelle fois donner la parole à Madame Guillard. Donc ce point numéro 6 concerne une demande de financement pour la 5e tranche de l'extension du parc naturel urbain. Il avait été vu en commission des finances un montant total de 89 830, mais comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, suite à une rencontre avec les préfectures, il y a une augmentation de la participation de l'État via le fonds vert. Ce qui donne aujourd'hui, en demande de financement, l'État fonds vert pour 50%, la région Occitanie pour 25% et l'autofinancement 25%, pour un montant global de 100 290 € hors taxe. Merci beaucoup, Madame Guillard. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Vergès, une question? Oui. Pour l'attribution, en ce qui concerne l'attribution des fonds, d'une manière générale, ces fonds sont attribués au premier arrivé, premier servi, ou est-ce que c'est une répartition suivant l'ampleur des projets ou autrement? Alors, merci de votre question, puisqu'effectivement, de ce que nous savons, les fonds devraient être répartis selon les choix, après analyse des dossiers, à plusieurs moments par une commission et à plusieurs moments de l'année. Je crois il y a une commission en juin, une commission en septembre-octobre. Là, donc c'est pour la commission de juin. J'imagine
que de la même façon que le fonds vert a été de 2 milliards pour le pays, divisé ensuite, réparti par des préfets de région qui ont ensuite réparti à des départements, j'imagine qu'ensuite, il y aura une sorte de clé de répartition en fonction de la taille des communes ou des territoires qui le présenteront et l'importance des projets. Mais en tout cas, ce seront les projets présentés et bien ficelés lorsque cette commission se rassemblera qui pourront être éligibles. J'espère qu'ensuite, il y aura une forme de justice dans l'attribution de ces fonds. Rendez-vous après les vacances après l'été pour pouvoir en juger quand on aura été notifié. Donc je sais pas, pendant l'été on devrait être notifié, je pense. Merci beaucoup. Le point suivant, donc point numéro 7, actualisation de la participation de la commune à l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat. Et c'est encore Madame Guillard. Vous savez, c'est la subvention rénovation. Donc, il s'agit d'approuver, d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents sur cette opération, d'actualiser la participation financière de la commune aux opérations façades. Donc, pour des travaux d'un montant inférieur à 8 500 €, une subvention communale de 600 €. Compris entre 8 500 et 15 000 €, une subvention communale de 800 €. Pour des travaux d'un montant supérieur à 15 000, subvention communale de 1 000 €. Ces subventions seront octroyées dans la limite de l'enveloppe budgétaire établie annuellement, qui s'élève à 3 000 € puisque c'est voté au BP tous les ans. D'autres questions? On les a traitées en commission des finances. Est-ce que, donc point de vue, merci beaucoup. Est-ce que point de vue en commission des finances, comme les autres points qui relevaient des finances dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a néanmoins des questions, des commentaires? Oui. Juste une question qui m'est venue après la commission finances. On a donc une subvention complémentaire versée par la mairie, si j'ai bien compris, sur les façades. Sur le processus, est-ce que l'ANA, à un moment donné, intervient, au niveau notamment d'une subvention versée via la Comcom, et est-ce que le point isolation est prévu dans cette subvention? Non, puisque la convention, c'est une convention qui est programmée avec l'ANA, avec l'amélioration de l'habitat à Dourmadiran, qui a été signée en 2018 par la communauté de communes. Donc les dossiers sont traités à l'ANA et la Comcom préalablement, et ensuite ils nous sont envoyés si la personne souhaite faire une demande de subvention complémentaire au niveau de la mairie. Mais ça ne concerne que des travaux de façade. Voilà. Oui, de l'esthétique, effectivement. Là, en l'occurrence, sur ce point, mais on regardera s'il y a d'autres mécanismes qui existent par ailleurs. On pourra vous donner ce renseignement. Et même le publier, d'ailleurs, pour accompagner les particuliers qui souhaiteraient isoler. D'ailleurs, on poursuit. Si je vais vous faire voter, et si jamais le vote est positif, on aura poursuivi. Mais donc, y a-t-il des oppositions? Je peux compléter? Oui, bien sûr. Ça a été délibéré le 3 novembre 2015, où vous avez délibéré la commune a délibéré sur les voies, et il était bien mise en valeur patrimoniale, ravalement de façade, c'est tout. Il n'était pas mis travaux d'isolation, puisque travaux d'isolation, ça relève d'un autre type de contrat. Donc, alors, exactement. Donc sur tous les sujets, là, il s'agit simplement de quelque chose d'esthétique et de patrimonial. Donc je vais soumettre au vote là-dessus. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ce qui nous empêche pas de réfléchir à plusieurs choses. De réfléchir d'ailleurs, est-ce que la commune, est-ce qu'il est le rôle de la commune de pouvoir aussi intervenir d'une façon ou d'une autre en complément de l'ANA et de la communauté de communes. J'ai pas la réponse, parce que je suis en faveur d'une aide à l'isolation, mais est-ce que c'est à la commune de participer? Ça, c'est encore autre chose. Et puis, force est de constater que si là on poursuit un mécanisme qui était en place depuis plusieurs années, quasiment une dizaine d'années,
ce mécanisme a porté ses fruits en partie dans la commune, mais apparemment n'est pas suffisant pour certains bâtiments qui sont concernés et qui mériteraient plus qu'une rénovation. Donc on peut peut-être se poser la question d'un nouveau mécanisme à l'avenir. Monsieur Vergès. Peut-être exactement aussi parce que les aides sont attribuées, enfin au moins pour la commune, elle est réservée aux gens qui sont dans le proche centre-ville. Alors, oui, effectivement, il y a une question de zone, mais même au sein de la zone définie et concernée par ce mécanisme-là, on voit bien qu'il y a certains bâtiments qui mériteraient d'être rénovés, même franchement rénovés. Voilà. Et donc, deux choses, il y a au sein de cette zone, alors est-ce qu'il faut faire évoluer cette zone ou pas, on peut y travailler, mais au sein de cette zone, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore un autre mécanisme à mettre en place pour que certains bâtiments, on les connaît tous, puissent vraiment se refaire une peau d'œuvre. Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses à faire en dehors de cette zone? Ça peut faire partie d'un travail en commission. Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit des subventions aux associations pour l'année 2023. Et avant de donner la parole à Monsieur Le Godec, je voudrais solennellement remercier toutes les associations qui ont très activement participé à Terre de Jeux samedi dernier et qui ont fait passer à une centaine de participants une merveilleuse journée. Donc voilà, qu'elles soient tout à fait remerciées. Alors, les subventions qu'on va vous présenter aujourd'hui ont été débattues en commission avant cette journée de Terre de Jeux, mais ça ne nous empêche pas de remercier vivement les associations qui ont fait cet effort et qui ont été impliquées dans cette belle journée. Monsieur Le Godec. Alors, le 22 mai, s'est réunie la commission mixte pour l'attribution des subventions aux associations sportives et culturelles. Donc, au total, 45 associations se sont vues attribuer une subvention pour un montant total de 72 390 €. Voilà. Et il y a le détail dans la notice explicative. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, une enveloppe qui augmente un tout petit peu, mais notamment parce que le nombre d'associations en partie augmente. C'est assez naturel. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup et merci pour le travail consensuel fait en commission qui nous permet de voter consensuellement et unanimement les subventions aux associations vicoises. Le point suivant est le point numéro 9 et il concerne l'achat de la licence 4 du bar Le Familia. Avant de soumettre ce point au vote, je vais faire un petit point d'étape sur le rachat du bâtiment et du fonds de commerce Le Familia. Donc, ce rachat est sur le point de se faire. La signature est prévue pour jeudi prochain. Il n'est pas porté par la mairie, mais il est porté par l'établissement public foncier, c'est-à-dire qu'il se substitue à la mairie pour le rachat. Et la mairie portera les travaux s'il y en a, et il y en aura, et aura la charge de trouver soit des locataires, soit des repreneurs dans différentes formes dans les différentes zones de ce bâtiment, à savoir les appartements, le restaurant bar à proprement parler, et la partie dite anciennement bodega. Voilà. Donc ça, c'est en train de se faire. C'est porté par l'EPF, vous avez vu le mécanisme. Simplement pour vous dire aussi que la municipalité, même si elle ne prendra pas elle-même administrativement la poursuite de la livraison des repas à la trentaine de bénéficiaires qui bénéficiaient des repas, qui sont souvent des personnes âgées
qui bénéficiaient des repas faits par le Familia, a tout mis en œuvre et est toujours en train de mettre en œuvre pour que dès la signature et dès cette semaine, il y ait une continuité dans la façon dans le portage de repas aux bénéficiaires. Voilà. Et aujourd'hui, je suis en mesure de dire que la continuité sera assurée dès cette semaine et pour les semaines qui viennent. Ça, c'était pour information. La délibération concerne la licence 4, puisque la licence 4 du Familia ne peut pas être achetée par l'établissement public-privé, qui n'a pas vocation dans ses statuts à acheter des licences 4. Pour que la licence 4 reste dans la commune, je propose au conseil municipal de l'acheter pour la somme de 7 500 €, qui semble être une somme tout à fait raisonnable pour ce type de licence. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Michelon. Est-ce que la commune est propriétaire d'autres licences actuellement ? Non. Je regarde au cas où ma réponse serait à compléter. Je regarde un peu tous les membres du conseil municipal. Non, je ne crois pas que nous soyons propriétaires d'autres licences, à moins que j'en oublie une. Si j'en oublie une, non, je n'en oublie pas, donc très bien. Ma question, c'est surtout, c'est seulement une... Alors, je ne vous entends pas. C'est un vieux dossier, mais c'était la licence du moderne. Qu'est-ce qu'elle est ? Donc, c'est la première licence dont je vous propose de faire l'acquisition, puisqu'il avait été question de celle du moderne, mais qui a été rachetée par un autre établissement vicois entre-temps. Sans clamer. Nous, en fait, l'idée, il ne s'agit pas que pour la mairie de garder indéfiniment une licence 4. Il s'agit simplement de la garder sur la commune, de manière à pouvoir la rétrocéder. Après, éventuellement, la mettre à disposition, la rétrocéder, tout dépend de ce qu'on a le droit de faire, mais voilà, c'est patrimonial, d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant est un point également patrimonial qui concerne la route européenne d'Artagnan. Et je donne la parole à Madame Bajon. La route européenne d'Artagnan traverse 6 pays dont la France et se partage en 6 itinéraires dont celui qui nous concerne et qui traverse le territoire, la route des Mousquetaires. Elle fait au total plus de 6000 km de long. Elle amène les voyageurs à la découverte de l'histoire européenne du XVIIe siècle, mais aussi des paysages, des traditions et du patrimoine associés à la vie d'Artagnan. Le tracé de cette route européenne reprend des étapes essentielles de la vie de ce personnage emblématique. Les routes démarrent de Lupiac, lieu de naissance d'Artagnan, et se rendent à Maastricht, lieu de sa mort. Il s'agit ici d'un circuit principalement équestre, mais également accessible aux randonneurs pédestres et aux VTT. En 2021, cet itinéraire a obtenu la certification itinéraire culturel européen. Cette route des Mousquetaires traverse la commune de Vic-en-Bigorre par l'est en empruntant des chemins communaux et par l'ouest en traversant la forêt communale de Peyreblanque. Suite au conseil communautaire du 6 avril dernier, approuvant l'ouverture de l'itinéraire équestre sur le territoire Ado-Madiran, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce tracé, d'autoriser la CCAM à pouvoir mettre en place cet itinéraire équestre et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Aussi, l'entretien de cette route appartiendra à chaque commune concernée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, point numéro 11, il concerne le recrutement d'agents contractuels. Et je donne la parole à Monsieur Roucault. La commune recrute comme chaque année des étudiants pour pallier aux besoins pendant la période estivale. Au niveau des services administratifs, il sera créé un emploi à temps complet sur emploi non permanent sur le grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d'agent administratif polyvalent pour une durée de 2 mois.
Cela va se répartir en 3 contrats de 3 semaines pour pallier au congé annuel des agents et maintenir le service, notamment sur les missions de délivrance des titres d'identité, passeport et carte nationale d'identité, dans le cadre du plan d'urgence. Concernant les services techniques, il sera créé un emploi à temps complet sur emploi non permanent, sur le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C, pour exercer les fonctions d'agent technique polyvalent pour une durée de 3 mois. Ce besoin s'étendant de juin à septembre est principalement lié à la logistique pour l'organisation des divers événements communaux et aux missions d'entretien des espaces verts. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder à ces recrutements. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ces recrutements? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la forêt de Vic et une erreur de matériel sur une précédente délibération. Une erreur de chiffre. Donc je vais donner la parole à Monsieur Abadi. Oui, donc il s'agit de rectifier les erreurs matérielles au projet de délibération transmis à la commune par l'ONF lors de l'intégration dans le patrimoine forestier des parcelles achetées à Madame Deben. Cette délibération a été votée lors du conseil municipal du 3/11/2022. En fait, les modifications de superficie des parcelles concernent uniquement les centiares de 5 parcelles et représentent une différence totale de 2,25 centiares, soit une superficie totale de la forêt de 361 hectares 36 arts 46 centiares au lieu de 361 hectares 38 arts 71 centiares. Merci beaucoup. Donc c'est juste la rectification d'une erreur communiquée. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Et enfin, le dernier point avant la question diverse, il s'agit de l'acquisition du lot qui concerne le centre multimédia dans le cadre d'une copropriété avec la communauté de communes. Donc, tout simplement, c'est la suite et l'aboutissement du travail de récupération par la commune de la partie salle des fêtes, salle de spectacle de centre multimédia dit Octave, mais pas la partie entrée du côté de la rue Lannes ni premier étage et cinéma qui vont rester à la communauté de communes. Donc il y a un partage et un règlement de copropriété entre la commune et la communauté de communes, règlement de copropriété qui prévoit justement tous les tenants et aboutissants d'une telle copropriété, avec notamment le financement et la proportion de financement entre les deux collectivités, entre les deux copropriétaires, en cas de rénovation des murs, de la toiture, etc., ou tous les autres points d'une copropriété. Voilà. L'idée, en tout cas, de la façon dont ça a été conçu, c'est que il y ait le moins possible, quasiment pas, en réalité, de servitude de passage. Donc, dès qu'on a pu, on a plutôt, il y aura un escalier qui pourrait être constitué pour aller au balcon de la partie salle de spectacle. Et de même, on a laissé à la communauté de communes une partie pour pouvoir accéder soit de l'extérieur, ou soit de l'intérieur à des éléments techniques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Et j'en remercie tous les membres du conseil municipal. La question diverse du groupe d'opposition, est-ce que vous souhaitez peut-être la lire ou peut-être, comme elle est longue, nous en dire quelques mots de vive voix? Si vous voulez bien juste allumer votre micro. Excusez-moi. Oui, non, je vais la lire et puis en même temps, elle est présentée à l'écran. C'est une question, en fin de compte, qui a été déjà en partie abordée dans le cadre du Conseil, lorsqu'on a abordé la question du fonds vert, puisque c'est une question qui concerne effectivement la politique environnementale de Vic et la politique de transition écologique.
Il est vrai là que dans l'avenir, enfin ça fait la une de l'actualité partout. Il y a quand même des éléments de tension importantes sur ce qui va être, au fond, la transition écologique, qui va être aussi une transition certainement économique et sociale. Il va y avoir des efforts, ce qu'on appelle au fond le mot à la mode, mais qui veut bien dire aussi ce qu'il veut dire, c'est celui de sobriété, une sobriété qui va toucher au fond la vie de l'ensemble des citoyens, et notamment, bien évidemment, aussi sur Vic. Il semble que dans tous les plans présentés par le gouvernement, qui vont se décliner un peu comme le fonds vert, mais il y en a d'autres aussi qui interviennent, je pense notamment au CRTE, vont se décliner beaucoup au niveau local, en demandant aux acteurs locaux d'être en première ligne, effectivement, pour favoriser localement cette évolution écologique et répondre à ce besoin de sobriété. Il est vrai que ça va impliquer à la fois de se retirer d'une certaine forme d'investissement. Je pense tout ce qui est les investissements qui vont augmenter les indices carbonés, et puis essayer d'aller vers des investissements qui décarbonisent qui décarbonent la commune et le territoire. Et puis en même temps, ça va impliquer d'agir très fortement au niveau de la population pour sensibiliser, et voire même peut-être pour éduquer cette dimension d'évolution des modes de vie ou des façons d'être ensemble dans l'avenir. Quand je dis dans l'avenir, on n'est pas dans quelques mois. Il y a des choses qui ont déjà changé, on l'a vécu à différents moments, mais on sait qu'il y a d'autres départements qui vivent des choses tragiques, notamment du côté soit des drames météo, soit du côté des carences en eau. À un moment ou à un autre, bien évidemment, beaucoup de territoires vont être touchés. Et notre préoccupation, c'était de savoir comment la municipalité anticipait au fond ce mouvement et commencer à se préparer assez fortement, non pas à travers des actions telles qu'on le décrit. Bon, il y a des actions qui ont été mises en place, qui sont des actions intéressantes. Ce qui est le solaire commence à se mettre en place. On a des pistes cyclables qui sont apparues. L'isolation énergétique se met en route. Il y a un certain nombre de choses qui ont été poussées par l'État et qui ont été appliquées au niveau de la commune de Vic. Mais ce qui nous préoccupe plus, au fond, c'est savoir quelle va être la synergie au niveau du territoire et comment Vic va s'impliquer au niveau de sa politique pour contribuer, au fond, à la politique Adour-Madiran, mais aussi certainement à la politique départementale, puisqu'effectivement, on ne peut pas traiter la question écologique comme si on était seul au monde. On vit dans un environnement, et cet environnement influe très fortement sur les modes de vie des Vicois. Donc la question était vraiment dans ce sens-là, au fond, quelle est la stratégie et quels sont les objectifs, quelque chose qui soit relativement lisible pour les habitants de Vic en termes d'investissement écologique, parce que je pense que ça va être un des problèmes aussi qu'on va rencontrer quand on va demander des subventions en fonds verts, c'est effectivement que ce ne soit pas des actions isolées, mais que ce soit des actions inscrites fortement dans un cadre, dans une logique politique, au bon sens du terme vicois, mais une logique aussi du territoire. Voilà le sens de la question, parce qu'on a vu un certain nombre d'articles qui sont parus, là, sur la dépêche récemment, qui sont des articles assez épais sur Vic, mais effectivement, ça ne ressort pas beaucoup. Et je pense que ça serait des points sur lesquels il faudrait avancer davantage avec plus de visibilité. Très bien, merci pour cette question. Alors, merci déjà d'avoir souligné les actions qui ont déjà été entreprises par la municipalité. Alors, effectivement, toutes les questions de transition énergétique, de questions environnementales, on essaie de les intégrer à chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est à chaque fois qu'on fait
on fait un aménagement urbain. Regardez les parkings, par exemple. On a été les premiers à faire des parkings, enfin les premiers, en tout cas localement. Il y a bien dû y avoir des gens qui ont fait ça avant nous, mais des parkings végétalisés. Quand on a repensé l'aménagement du cimetière, on a aussi fait ça en ce sens-là. La façon dont les services techniques interviennent, c'est une façon économe en eau. On a aussi été zéro phyto assez rapidement. On voit bien que on a plus qu'initié. En fait, on a bien avancé dans la rénovation énergétique et l'isolation des bâtiments communaux, à commencer par la mairie, les ateliers municipaux. On essaie à chaque fois d'avoir au cœur de notre action les problématiques de transition énergétique pour des questions écologiques, pour des questions d'économie, les questions environnementales, le respect des sols, etc. Même la façon dont on a pensé le PLU et la limite de l'emprise foncière constructible, ça va aussi dans ce sens-là. La façon dont on a pu donc pour le moment, j'ai pas accepté les demandes d'extension qui, à mon avis, est exagérée de la gravière. C'est aussi une façon de pouvoir maîtriser un certain nombre de choses. Et donc, effectivement, on essaie à chaque fois qu'on le peut d'aller vers des comportements de sobriété. Pensez par exemple au changement de toutes les lumières d'éclairage public en LED, au fait qu'on les éteint pendant la nuit. Les services aussi administratifs, les services techniques changent leurs habitudes de travail, comme le fait d'être plus économe en consommation de papier, l'utilisation de véhicules électriques, la mise en place de bornes de recharge électrique. Si vous voyez, il y a plein d'actions diffuses. Alors, il y a une chose effectivement, c'est qu'on fait d'abord des choses sur la commune, puisque en fait on a un mandat et on a une possibilité de les faire sur notre territoire. Et même sur notre territoire, on peut pas tout faire. On n'a pas toutes les compétences. Mais néanmoins, c'est d'abord par là que ça passe. Sur les questions des inondations aussi, ça va peut-être pas assez vite, mais on essaie de mettre en place un certain nombre de choses pour éviter, pour pouvoir canaliser des crues les plus importantes. C'est une action d'ensemble, mais qui est au cœur de ce qu'on fait, et c'est pour ça que c'est un titre qui aurait pu être décerné à d'autres, mais le fait qu'on ait reçu la Marianne d'Or du développement durable il y a quelques années montre que c'est en tout cas quelque chose qui est salué dans notre action. Alors après, comment on le fait en synergie avec d'autres collectivités ? D'abord, je veux dire que la communauté de communes, qu'il s'agisse avant de la communauté de communes Vic-Montané ou de la communauté de communes Adour-Madiran, sont deux collectivités qui ont toujours aussi, me semble-t-il, eu à cœur ces questions-là. Il n'y a qu'à voir, quand vous faites, quand un bâtiment est construit, il est toujours construit en prenant en compte ces problématiques. Je me souviens du moment où c'était la communauté de communes Vic-Montané, on avait eu le label TEPCV, territoire à énergie positive, qui nous avait permis un certain nombre de financements, notamment les panneaux photovoltaïques innovants qu'on avait pu placer à l'école primaire Pierre Guillard. Et en ce qui concerne le département, je pense aussi que, et sur les questions, je pense que les questions d'écologie et les questions même de nature sont au cœur de l'action départementale, et du simple fait de la spécificité géographique de notre département qui s'appelle les Hautes-Pyrénées, et donc qui sont d'une richesse, d'une diversité écologique très importante. Donc voilà. Et le dernier point, effectivement, c'est lors du salon des maires départemental de jeudi dernier. La commune de Vic s'est distinguée justement sur le prix d'excellence dans l'investissement sur les habitats, justement sur la question des parkings végétalisés. Et ça, c'est un jury extérieur qui a considéré que on mettait l'accent là-dessus. Alors, est-ce que l'impact de tout ce qu'on fait aura un impact décisif sur ces questions beaucoup plus larges que la commune de Vic? Ça, je ne sais pas. Mais à notre échelle, il me semble. Tenez, par exemple, j'oublie même les modes de cheminement, d'où on essaie à chaque fois de faire des pistes cyclables de manière à ce que les gens puissent venir en vélo et pas en voiture.
le parc et son extension, qui sont des îlots de fraîcheur. Voilà, le parcours de pêche, qui est une sensibilisation à la nature avec des explications sur la ripisylve, sur tout l'écosystème local. On essaie de faire au mieux sur notre territoire. On essaie d'en parler. Peut-être qu'il faudrait qu'on en parle encore davantage. Ça, c'est possible. Et voilà. Mais toute suggestion est la bienvenue en la matière. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Merci, mais vous avez compris que ma question n'était pas essentiellement sur ce qui se faisait à Vic. Et encore que, vous savez qu'on avait été critique, hein, parce que vous indiquez effectivement les points positifs, mais souvenez-vous aussi qu'on avait mis quand même une réserve sur ce qui avait été, par exemple, le permis de construire de la résidence senior, en disant effectivement, il y a eu une course pour pouvoir déposer ce permis avant que s'applique la loi climat-résilience, afin d'éviter un certain nombre d'impératifs de respect des normes liées aux économies d'énergie, liées aux panneaux solaires, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des points forts, mais on pourrait dire aussi qu'il y a des points faibles. Mais je ne voudrais pas insister trop là-dessus. Moi, ma préoccupation, c'est de me dire, au fond, si vous parlez des pistes cyclables, par exemple, on voit aujourd'hui, Tarbes, ils sont en train de réfléchir un peu ce qu'on appelle des écoroutes. Au fond, comment on va faire des pistes cyclables entre Tarbes et Lourdes. Et avoir des pistes cyclables sur Vic, c'est bien, mais avoir des pistes cyclables qui permettent de passer de Vic à Maubourguet ou de Vic à Tarbes, parce qu'aujourd'hui, on le voit, les pistes cyclables, on voit des villes qui font des pistes cyclables qui sont des véritables routes de cyclistes sur 20 km. Oui, qui permettent de joindre une ville à l'autre. Donc là, ça demande vraiment des synergies départementales. La question de l'eau demande aussi de grandes synergies. Si je regarde, par exemple, les projets sur Rabastens, une commune pas très loin, je veux dire qu'ils ont pris le pari quand même des parcs solaires. Hein, je crois qu'aujourd'hui, ils sont en capacité, et encore ils vont l'étendre, ils sont en capacité de fournir pour 900 habitants, ce qui est déjà une bonne réponse. Je vois qu'il y a et puis moi je fréquente la commission urbanisme, on voit qu'il y a des points de tension qui commencent à apparaître. On les voit. Et on va les voir de plus en plus. Et je crois qu'il faut les anticiper, les points de tension entre les habitants, les agriculteurs, entre les agriculteurs, on les voit aussi. La question de la biodiversité, de la continuité de la biodiversité au niveau de l'Échèze, elle va se poser à un moment ou à un autre. Donc nous, on pense véritablement qu'il y a tout intérêt aujourd'hui à penser collectivement et que Vic se mette dans cette dynamique. Je suis tout à fait heureux d'entendre qu'effectivement, au niveau du département, il y a du travail. Vous savez que le département est très préoccupé sur la question des réserves d'eau, même si on est dans les Hautes-Pyrénées et qu'on a des barrages qui retiennent l'eau. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est plus la sécurité. Si ces services doivent fournir à la fois de l'électricité, à la fois de l'eau potable, à la fois de l'étiage sur les cours d'eau. Alors, oui, bien sûr, mais évidemment que, en tout cas, s'il y a des projets de cheminement piéton ou pour vélo qui dépassent la commune de Vic et qui concernent, on a bien voté le cheminement, la route d'Artagnan. Là. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, c'est 6000 kilomètres. Donc, si vous voulez, quand on fait voter 6000 kilomètres, nous, on fait notre part, c'est-à-dire on fait la part qui concerne notre territoire. Et de la même façon, pour tous les projets départementaux ou de la communauté de communes, on sera ravis de faire notre part et de plutôt aller de pousser pour que les autres puissent faire la leur. Sur la question de la résidence senior, je veux juste dire que oui, vous voyez bien à quel point sur tous les projets, d'ailleurs même résidence senior, on fait des jardins partagés, on essaie de le faire du mieux possible, y compris sur les questions d'économie d'énergie. On l'a placé aussi à un endroit qui était une OAP qui en fait qui était au sein d'une enveloppe urbaine déjà construite. Donc on l'a pas faite ailleurs. Donc on a pris tout ça en compte. Néanmoins, il est vrai qu'il fallait aussi qu'on réussisse à joindre les deux bouts, c'est-à-dire que le projet soit finançable, parce que s'il n'est pas finançable, s'il respecte trop de normes et qu'en fait il est plus finançable et on ne sait plus comment le financer, on ne sait plus comment louer après les logements, et ben à ce moment-là, juste il n'existe pas. Donc effectivement là-dessus, on a fait un arbitrage qui consistait à dire non,
si on attend l'année d'après, il va coûter plus cher, probablement trop cher, et on n'arrivera pas à le financer, ou on a des craintes sur notre capacité à le financer. Donc c'est vrai que parfois on fait des arbitrages, et sur les points de tension que vous évoquez, ils ne sont pas nouveaux, ils existent depuis longtemps, et on n'a pas fini d'entendre parler, évidemment. En tout cas, en ce qui nous concerne, on essaie de faire les choses en ayant ces problématiques à cœur, en ayant soin de l'intérêt général, et en essayant d'arbitrer sans n'avoir que ce critère en tête, parce qu'il y a d'autres critères aussi, mais en l'ayant toujours en tête, toujours en même temps en tête. Voilà. Bien, mais écoutez, avant de vous quitter, je veux quand même dire un dernier point pour information. Je réunirai le conseil municipal vendredi 9 juin prochain. La date a été imposée par le ministre de l'Intérieur pour l'élection des grands électeurs. Voilà, puisque la date est imposée que c'était un vendredi, pour des raisons pour essayer de qu'il y ait le plus de personnes et d'embêter le moins de membres du conseil municipal, je le réunirai à 9h15, c'est-à-dire le plus tôt possible, mais après que les parents ont pu amener leurs enfants à l'école. Voilà, donc 9h15, vendredi 9 juin, je réunirai le conseil municipal. Avec ce seul point à l'ordre du jour. Voilà. Merci beaucoup, le conseil municipal est clos.